Madame la Présidente, j'aimerais intervenir aujourd'hui sur la question de la pauvreté, de plus en plus présente, ainsi que sur l'écart de richesse qui se creuse de plus en plus entre les riches et les pauvres de ce pays. À cet égard, j'abonde dans le même sens que mes collègues qui ne peuvent que s'indigner devant l'inertie du gouvernement qui ne prend pas de mesures concrètes face à une situation économique alarmante affligeant le Canada et toutes ses communautés. Madame la Présidente, je crois que le temps de jouer à l'autruche est révolu. Alors que le gouvernement se vante de la vigueur et de la sécurité de l'économie aux potentiels investisseurs étrangers en ces temps tumultueux, et ce, à travers tous les médias, il faut comprendre que la population canadienne n'est pas dupe et qu'elle sait à quel point la santé économique du pays peut s'avérer fragile. D'ailleurs, de nombreux rapports récents nous dépeignent une réalité bien crue à laquelle les citoyens canadiens auront à faire face s'ils ne le font pas déjà. Un rapport récemment paru du Conference Board affirme que l'écart entre les riches et les pauvres au Canada se creuse de plus en plus, et même davantage qu'aux États-Unis. Pire encore, le Canada a connu la 4e hausse d'écart la plus marquée parmi les 17 pays les plus industrialisés. Il va de soi que cette situation est inacceptable et que les mesures doivent être prises de façon urgente pour que la politique économique du pays soit renforcée et répartie de façon plus juste et équitable pour tous. Face à ce constat, il est tout à fait normal que les Canadiens et Canadiennes se demandent pourquoi le gouvernement choisit de rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Madame la Présidente, lorsqu'un pays traverse une période difficile qui peut mettre en péril sa santé économique, chaque minute est comptée. Et bien qu'à l'échelle mondiale, d'autres pays semblent éprouver des difficultés pires que les nôtres, la mondialisation dans laquelle notre économie est étroitement imbriquée est très dépendante de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Le gouvernement doit donc s'engager dès maintenant face à ses électeurs et mettre sur pied des initiatives justes et équitables qui protégeront notre économie, créeront des emplois et assureront une retraite méritée à nos aînés, ainsi qu'un avenir radieux pour nos jeunes. Le gouvernement doit donc rendre compte de ses actes et assurer la protection économique des citoyens et citoyennes. Et la solution face à la pauvreté passe par la proactivité et non par la passivité de mesures réactives qui viennent trop tard et qui sont souvent inadéquates. Dans son rapport du Conseil national du bien-être social datant de l'automne 2011, le président signait que les lecteurs allaient découvrir une image troublante de la pauvreté au Canada. Il confirme également que le coût de la pauvreté coûte bien trop cher à l'économie canadienne et je partage son avis. Pour appuyer mon propos, voici quelques exemples. En 2007, le coût public de la pauvreté, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement, dont on ne parle même pas ici, des coûts privés de la pauvreté, s'élevait à 24,4 milliards de dollars. Ce chiffre représente le double de l'écart de la pauvreté à combler qui serait nécessaire pour sortir tous les Canadiens de la pauvreté. Est-ce que les Canadiens et Canadiennes peuvent se permettre ce fardeau fiscal alors que les études démontrent que l'investissement dans le bien-être s'avère bien plus profitable à long terme? La réponse est non. Le coût annuel pour le logement dans une cellule de prison est jusqu'à 10 fois plus élevé que le coût d'un logement supervisé quand on sait très bien que des milliers de prisonniers sont détenus pour des crimes mineurs, qu'ils souffrent de maladies mentales ou qu'ils ne reçoivent pas les soins adéquats pour leurs conditions faute de ressources. 20 des dépenses de la santé sont directement reliées aux écarts socio-économiques. Si la population en situation économique actuelle précaire ne l'était pas, elle serait moins malade et plus apte à travailler. L'économie canadienne perd présentement, au moment où on se parle, entre 3,5 et 5 milliards de dollars par année parce que les compétences et l'expérience des travailleurs immigrants ne sont pas reconnues. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce que coûte la pauvreté à tous les Canadiens et Canadiennes chaque jour. D'autres chiffres troublants viennent confirmer l'inquiétude des citoyens et citoyennes dont la population de ma circonscription qui m'ont donné le mandat de les représenter leur voix. Alors que la pauvreté des familles et des aînés devient une préoccupation majeure sur laquelle le gouvernement devrait davantage s'attarder, le taux de chômage chez les jeunes pourtant qualifiés et en bonne santé ne cesse d'augmenter. Si le gouvernement croit toujours que l'économie du Canada survit aux soubresauts économiques mondiaux, comment se fait-il que le marché de l'emploi canadien soit si stagnant? Comment se fait-il que les familles canadiennes
éprouvent de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts et se voient obligés à laisser radicalement leur niveau de vie pour survivre. Actuellement, nous savons tous que le marché de l'emploi est plus faible qu'il ne l'était avant même la crise financière de 2008. Le Canada enregistre pour la première fois depuis mars dernier une perte nette d'emplois. Le gouvernement se vante en période de questions d'avoir créé 600 000 emplois nets. Nous nous interrogeons sur le début et la fin de cette création d'emplois. D'après Statistique Canada, en août 2011, l'emploi a peu varié pour un deuxième mois d'affilée. Le taux de chômage a légèrement augmenté pour s'établir à 7,3 %. Au cours des 12 derniers mois, l'emploi a progressé de 1,3 %, 223 000 emplois, principalement en Ontario et en Alberta, loin du 600 000, Madame la Présidente, que chez les employés du secteur privé. Donc, d'où viennent ces 600 000 emplois nets dont plusieurs interlocuteurs d'en face nous parlent, incluant le Premier ministre à la période de questions? Les économistes de tous les milieux ainsi que les grandes banques ont dû revoir leurs prévisions de croissance à la baisse. Les Canadiens et les Canadiennes sont inquiets pour leur retrait et leur épargne en vue de leurs vieux jours. Madame la Présidente, je vais faire juste un petit arrêt parce que j'ai oublié de vous mentionner que je partagerai mon temps avec mon confrère et député. Si je trouve ma première page. De Hamilton S. Stony Creek. S'il vous plaît. Je m'excuse de ne pas l'avoir mentionné. L'endettement total des familles moyennes canadiennes a désormais atteint un niveau record établi auparavant à 150 %. Les familles qui auparavant se situaient dans la classe moyenne avec 2 parents travailleurs à temps plein se retrouvent maintenant dans le bas de l'échelle des revenus. Les familles canadiennes sont étouffées, endettées, elles manquent d'argent et de temps pour travailler davantage qu'elles sont déjà au maximum des heures qu'elles peuvent travailler. Le taux de chômage chez les étudiants a atteint 17,2 % cet été, une augmentation de plus de 3 % par rapport au taux qui précédait la récession de 2008. Ces derniers représentent la main-d'œuvre de demain, celle qui participera activement à notre croissance collective via les impôts s'ils parviennent à décrocher leur diplôme. Le coût de vie sans possibilité de travail ne permet plus aux étudiants de joindre les deux bouts et incite au décrochage. Est-ce que l'avenir sombre et difficile que le gouvernement veut offrir à ses citoyens? Il n'apparaît évident que le gouvernement s'avère complètement déconnecté de la réalité que vivent quotidiennement ses électeurs et qu'il ne tienne pas compte de la situation lorsqu'il entreprend des mesures austères et des coupures drastiques de budget. Exactement au moment où les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de lui, ont besoin d'appui et de ressources pour se sortir la tête de l'eau, le gouvernement laisse carrément tomber. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Madame la Présidente. Si le gouvernement se vante de maintenir l'économie canadienne en bonne santé, il doit refaire ses calculs. Il y a de bonnes stratégies économiques, il y a des stratégies optimales. Il existe une différence énorme entre dépenses et investissements que le gouvernement se doit de discerner une fois pour toutes. Pourquoi le gouvernement ne voit-il pas les dépenses reliées à la pauvreté comme un investissement de société? La maximisation de notre potentiel de richesse collective passe par le plein emploi au niveau individuel. C'est pourquoi le gouvernement doit se doter dès aujourd'hui d'une stratégie nationale claire et optimale qui saura s'attaquer à la pauvreté directement à la source du problème et non en adoptant des stratégies qui ne font que traiter de symptômes. Si le Canada cherche à permettre aux gens de survivre à la pauvreté, j'avouerai que nous connaissons précisément un certain succès. Toutefois, ce que le gouvernement fait en ce moment engendre des coûts sociaux importants. Si en revanche, on veut ensemble éliminer la pauvreté ainsi que ses conséquences coûteuses, je vous affirme que l'approche à adopter se doit être différente. Enfin, ce que le NPD propose ici dans sa motion, c'est une véritable stratégie d'investissement afin d'optimiser les ressources du Canada dont les bénéficiaires pourront se voir et se faire sentir à long terme. Une stratégie qui met davantage l'accent sur la prévention de la pauvreté plutôt que d'engendrer les dépenses une fois que le mal est déjà fait. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Questions and comments?